Bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévisio qui parle de QVT et rien que de QVT. Depuis plus d'un an, nous nous retrouvons en live tous les mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années. Des croyances erronées sur le travail et de la QVT bullshit. Nous sommes persuadés chez Wunjo qu'il y a une urgence contemporaine à engager des transitions comportementales au sein de nos organisations, de manière à ce que nous puissions mieux vivre le travail et mieux faire notre travail. Et ce sujet ne peut être adressé que collectivement et individuellement. C'est la raison pour laquelle nous prenons la parole depuis un peu plus d'un an et abordons des sujets qui souvent piquent un peu. Il est vraiment temps de redonner de la valeur à la QVT, à ces trois grandes et nobles lettres. Il est grand temps de redonner de la valeur et de la vertu à nos travailleurs, à nos travailleuses qui chaque jour donnent leur meilleur pour faire en sorte que le travail réalisé en collectif soit efficace et soit épanouissant. Chez Wunjo, nous avons l'impression d'être des petits colibris, ceux d'une vraie qualité de vie au travail, ceux qui replacent les vrais sujets au cœur des organisations. J'ai le bonheur de rencontrer Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation spécialisé en qualité de vie au travail. Notre entreprise existe depuis bientôt 21 ans. Nous sommes rattachés à une grande et très belle famille qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. Notre raison d'être est celle-ci. Nous souhaitons contribuer à humaniser et parfois réhumaniser la vie au travail et nous contribuons à fluidifier, à faciliter les coopérations professionnelles. Ce qui est important pour moi à dire maintenant, avant que j'introduise notre invité, c'est que nous sommes une boîte avec une personnalité un petit peu atypique. Nous sommes joyeux, positifs, optimistes, profondément généreux et nous fédérons pour réaliser notre mission et nos activités un collectif de prestataires indépendants qui ont exactement les mêmes qualités que celles de Wunjo et qui décident chaque jour sur le terrain et en l'occurrence au sein de notre collectif de donner leur meilleur en fonction de leurs expertises spécifiques. C'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui de partager l'écran avec Clara Martin. Clara, bonjour. Bonjour Emma, bonjour à tous. Je t'ai relancé le jingle. Tu l'as vu le jingle, il est relancé. Non, j'ai pas vu. Ce qui est quand même très drôle, Clara, parce que de toute l'équipe de Wunjo, s'il y a une personne qui est fanat du jingle du SAV, c'est toi. Et la technique s'en est mêlée. Bon, Clara, c'est un bonheur que tu sois avec nous. Je suis ravie parce qu'il y a tellement de joie, de générosité, de pétillance dans ta personnalité que j'espère que notre public va pouvoir goûter un petit peu de toi comme nous, on a la chance de goûter de toi régulièrement. Je vais donner le meilleur, je ne sais pas faire autrement. C'est chouette. Bon, alors pour vous présenter Clara, elle a derrière elle une trentaine d'années d'expérience professionnelle. C'est pas pour te vieillir, hein, Clara, que je dis ça. Hein. J'assume. Elle a cumulé donc ses 30 ans d'expérience professionnelle sur des fonctions transverses, essentiellement dans des PME. Et ce qui est hyper intéressant quand Clara elle prend de la hauteur sur son parcours, c'est qu'elle se rend compte qu'il y avait un dénominateur commun très fort. C'est celui de la relation. Clara est une amoureuse de la relation, de la qualité des coopérations, de l'entente, de finalement honorer ce qui est le premier capital de l'entreprise, c'est-à-dire le capital humain. Elle a pris un grand bonheur à nouer des relations, à les entretenir tout au long de sa carrière, à la fois en interne et en externe, puisqu'elle a eu de nombreuses fonctions commerciales. Et puis, au fur et à mesure de cette expérience, elle a acquis quelque part un faisceau de prise de conscience sur l'importance fondamentale de la qualité de la communication. Et quand on parle de communication, c'est entre les êtres humains, bien sûr, qui œuvrent ensemble au sein d'un collectif de travail, mais aussi la communication de soi à soi. Comment je m'écoute, comment je me comprends et comment je peux exprimer à l'autre aussi qui je suis, comment je fonctionne, pour lui donner quelque part les clés du camion et savoir comment on peut bien travailler ensemble. Et donc aujourd'hui, c'est exactement le sujet qu'elle va aborder avec nous. Elle va nous livrer ses bonnes pratiques, ses conseils, son regard, sa vision qui lui appartiennent bien sûr. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec Clara. Elle vient ouvrir les vannes de son cœur et de ses convictions. Et évidemment, les vôtres, on les accueillera avec grand bonheur.
Vous avez le chat à votre disposition sur la droite de votre écran. Donc, on va vous inviter au fur et à mesure du SAV à poser vos questions, à partager vos commentaires, vos réactions. Et on aura la chance d'avoir dans quelques instants notre standardiste farfelu Marco, qui sera votre porte-parole. Peut-être un dernier petit point avant qu'on commence, c'est préciser que Clara, elle est dépositaire d'une boîte à outils. C'est-à-dire que ses prises de parole, ses convictions, viennent évidemment de sa personnalité, son expérience, etc. Et aussi de différents courants disciplinaires, de modes, qui ont façonné le regard qu'elle porte sur les choses, l'analyse qu'elle peut avoir des situations et des relations interpersonnelles. Donc, si vous êtes déjà un peu connaisseur en PNL, en analyse transactionnelle, en communication non violente ou en psychologie positive, alors vous allez vous régaler avec Clara. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que vous découvrirez des concepts qui vous étaient jusqu'à présent inconnus. Et on aura grand bonheur, Clara comme Wunjo, évidemment, à vous documenter si ça vous intéresse. Donc voilà, il y a à la fois de l'éducation et une prise de parole engagée. Bon, on est ensemble pour 45 minutes d'échange avec Clara. On se gardera un petit temps à la fin pour vous projeter sur très concrètement comment on intervient dans les organisations. Et puis vous dire, j'espère que vous avez un petit verre d'eau avec vous parce qu'il fait bien chaud. Ça y est, l'été est avec nous. Et que c'est un grand bonheur de partager avec vous le dernier SAV de la saison. Allez, c'est parti. Service après-vente à QVT, bonjour. Wouh, soleil, 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 hey. Anna Moscou. Je vous écoute, première question du SAV. Oui, d'accord. Oui, mais on va poser la question à Clara, elle va nous donner son avis par rapport à ça. Oui, Clara, on entend beaucoup qu'on est acteur de notre vie, mais ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, Clara, être acteur de sa vie? C'est une bonne question. Être acteur de sa vie, pour moi, la première des choses, ça veut dire rester dans son périmètre. Être acteur, tout comme quand on était gosse, dans son bac à sable. Parce que aujourd'hui, de par mon expérience terrain, je vois énormément de gens, a fortiori de collaborateurs, qui s'abîment à vouloir mettre de l'énergie là où ils n'ont aucun pouvoir. Ça veut dire changer un patron qui est comme si, vouloir qu'un collègue dise ou fasse ça. Et tant qu'on n'est pas dans notre périmètre d'action, eh bien, on va déployer une énergie qui, des fois, va être colossale, qui pourra d'ailleurs même nous amener jusqu'au burn-out. La seule et unique personne sur laquelle on est un moyen d'action dans cette vie, finalement, c'est nous. Donc, pour moi, être acteur de sa vie, c'est vraiment le préambule. Le départ, c'est rester dans son bac à sable. La deuxième chose, c'est être en capacité de faire des choix. Et on le sait tous, faire des choix, c'est pas facile. Ça veut dire renoncer sur d'autres choses. C'est de temps en temps compliqué, mais si on n'en fait pas, on va laisser les autres choisir pour nous. Et donc, on va mettre la responsabilité de notre vie sur les épaules des autres, ce qui peut générer des déceptions, des désagréments, des frustrations, et j'en passe. Ensuite, être conscient vraiment de ce que l'on vit, avoir une conscience très factuelle de ce que je vis. Et pourquoi pas, la question d'après, c'est comment j'aimerais le vivre. Et tout cela nous pousse finalement à agir. Parce que si on ne sait pas comment faire, à minima, si on agit, on ne suit plus. Et probablement que ça change tout, a fortiori dans la vie professionnelle. J'aimerais rebondir, bien sûr. J'aime beaucoup ce que tu dis. Je trouve que c'est des postulats qui sont hyper importants. Et j'entends en même temps que j'écoute ce que tu dis, des voix de travailleurs, de managers ou de dirigeants qui disent « oui, mais ». Donc, je vais me faire un peu l'avocat du diable pour venir te chercher. Quand tu dis qu'être acteur, c'est avant tout être acteur sur son périmètre pour aller mettre de l'énergie uniquement là où on a notre pouvoir, j'entends la voix dans ma tête de certaines personnes qui ont pu me dire ben oui, mais moi, je suis par exemple élue au CSE ou je fais partie d'une organisation syndicale ou tout simplement, je suis un travailleur qui a de l'assertivité, qui est en capacité à dire des choses. Et je sais que si moi, je bouge ou si moi, j'exprime des choses, puisque s'exprimer, c'est déjà agir, alors je sais que je peux avoir un pouvoir d'influence quand même au-delà de mon périmètre et que je peux contribuer à faire bouger le système. Alors parfait, fais-le, bouge, parle, sois assertif,
inspire, parce que si tu fais ça de façon très claire, tu vas inspirer les autres et tu pourras rentrer dans un cercle vertueux. Par contre, ne le fais pas à l'encontre de toi. Parce que pour certaines personnes, en fait, c'est simplement l'idée du curseur. Entre 0, je dis jamais rien, je subis, je fais rien, et 100, je ne fais qu'agir, comment je vais positionner le curseur de façon à ce que oui, j'ai un impact sur mon environnement? Parce que c'est hyper important de pouvoir être là, assumer, avoir des convictions, inspirer. Fait au détriment de ta personne, tu perds de l'énergie, tu perds de la vitalité et tu te détruis in fine, ce qui est tout à fait contre-productif pour la cause de départ et alors pour le coup, contre toi. Donc ça rejoint ton troisième postulat. Ça n'arrête pas, SAV de la QVT, bonjour. Oui, bonjour Véro. Ah oui, on va demander, oui. Alors, jusqu'où on peut être acteur de sa vie dans le milieu professionnel? C'est à peu près ce que je viens de dire, c'est-à-dire être acteur de sa vie dans le milieu professionnel, c'est se connaître, ses envies, ses besoins, ses peurs, ses limites. Savoir les identifier dans un premier temps, ce qui n'est pas si simple. C'est-à-dire gagner en discernement, savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que je me sens frustrée? Est-ce que et derrière aussi le fait de pouvoir lier ces émotions, la frustration, la déception, la peur, l'anxiété, peu importe, avec un besoin fondamental d'être humain, qui pourrait être la sécurité, le partage, la communication, peu importe. Une fois que je me connais bien moi, derrière, je vais gagner en vocabulaire pour le verbaliser. Ça veut dire, par exemple, j'ai l'impression que j'ai un collègue qui est chiant, je pense qu'à sa gueule. Donc, au lieu de lui servir tel quel, je vais peut-être analyser pourquoi je le trouve égoïste. Parce que sur ce dossier-là, j'avais besoin de son soutien. Je lui ai demandé. Malheureusement, il n'était pas disponible. Je n'ai pas eu son soutien. Donc, je vais pouvoir aller le voir en lui disant sur tel dossier, je me suis sentie contrariée, agacée, seule, peu importe, parce que j'avais besoin de soutien. Est-ce que pour les prochaines fois, tu serais d'accord pour qu'on fasse comme ça ou comme ça? Être acteur, ça veut dire être d'abord avoir une conscience de soi. Finalement, c'est tout ce qui est développer les compétences psychosociales. C'est-à-dire, qu'on nous a pas appris à l'école. c'est ça. Avoir de bonnes compétences psychosociales, cognitives, émotionnelles et sociales, de façon à être acteur. Après, je vais moi mettre en place tout un tas d'actions dans mon périmètre, dans mon bac à sable, qui vont peut-être me permettre de, mais in fine, je n'ai pas dans les mains le résultat. Et c'est ça qui doit être le plus compliqué à lâcher. La frustration de moi, je veux, je vais y arriver, parce que dans la vie, quand on veut, on peut. Eh ben non, quand on veut, on essaye, mais on n'y arrive pas forcément toujours. Et ça, dans notre culture, dans notre société, ça pique un peu. Moi, je trouve que ce qui est extrêmement complexe, et pour le coup, c'est très personnel, c'est ce juste équilibre, cette juste dose dont tu parlais tout à l'heure. La juste dose d'énergie à mettre dans les choses. Les employeurs, ils attendent que les collaborateurs ils soient hyper engagés, présents, motivés, force de proposition, avec la patate, avec de la performance permanente, etc. Il y a la plupart des travailleurs, j'ai envie de dire l'écrasante majorité des travailleurs et des travailleuses, ils ont aussi ce niveau de conscience professionnelle, cette profonde envie de contribuer à la performance collective. Et il y a un moment où l'engagement peut se transformer en surengagement, en hyper-engagement. Souvent, on ne le voit pas venir parce qu'en plus, c'est un processus qui est progressif. Bon, on sait comment ça finit, hein, ça s'appelle le burn-out, notre syndrome des temps modernes. Mais profondément à la base, il y a une très, très bonne intention. C'est d'offrir, c'est de donner, et par là même, d'ailleurs, en réciprocité, de se réaliser soi et de nourrir ses propres besoins, bien sûr. Mais en fait, quel conseil tu donnes, toi, pour sentir à quel moment, en fait, je suis en train de dépasser ma ligne rouge personnelle? Moi, je dis que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire, en formation, il m'arrive de dire aux gens, arrêtez d'être égoïste, pensez un peu à vous. Ça veut dire que parce que j'ai envie de faire plaisir à mon patron, parce que j'ai envie de pas lâcher ma boîte, parce que je tiens à mes collaborateurs, je vais donner, et je vais pas savoir m'arrêter. Et la finalité, c'est quoi? Quand je me arrête pendant 8, 9, 10, 12 mois, parce que je suis en burn-out, qui a gagné dans l'histoire?
Ah, pas moi, évidemment, ça c'est flagrant. Mais derrière la société dans laquelle je bosse, que je plante, les collaborateurs qui peut-être sont déjà en surcroît de travail que j'abandonne, et au final, tout ce que je ne voulais pas, non seulement ça arrive, mais ça arrive version double XL. Donc le conseil que je peux donner, c'est de vraiment d'avoir ce que j'appelle moi cette hygiène émotionnelle. Je veux dire, quand on se lève le matin, on prend une douche, l'hygiène corporelle aujourd'hui, ça choque plus personne. Quid de l'hygiène émotionnelle? Comment je me sens ce matin? Bah, ce matin, je me sens anxieuse, je me sens inquiète, je me sens triste. Ok, mais tu as tout à fait le droit. Mais fais ce travail d'identification de ce que tu es, parce qu'en tant qu'être humain, hein, on n'a pas le choix. Hein. Émotion, ça vient du latin emovere, qui veut dire en mouvement. Par contre, aujourd'hui, comme on est humain, alors collaborateur, soit, mais d'abord humain, on est coupé de ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à réfléchir. Le cerveau, qui est notre bon ami, est là pour nous protéger à la base. Donc, il va imaginer le pire en permanence et pour gagner du temps, il va créer des raccourcis et il va faire des habitudes. Et le problème de tout ça, c'est qu'on peut s'enterrer là-dedans et ne plus du tout être conscient de ce qui se passe là. En mode automatique. Exactement. Accessoirement, si on a le syndrome de la petite fille ou du petit garçon sage, je dis ça, je dis rien, on veut pas faire de conflit, on n'aime pas les vagues, donc on va rien dire. Rien dire, rien dire, rien dire. Et on va coller tout ça dans notre sac à dos sur le chemin de la randonnée professionnelle. Les heures, les déceptions, les frustrations. Et au bout d'un moment, bah, le sac, il est beaucoup trop lourd, je peux plus le porter. Et là, deux possibilités. Burn-out. Deuxième possibilité, je deviens colérique et irascible et je demande aux autres de le porter. Évidemment, ni l'une ni l'autre de ces options ne sont les bonnes, puisque ça, c'est juste le cancer de la relation humaine. Et je vois une troisième option, Clara, c'est actuellement au niveau des indicateurs RH, c'est ce que les employeurs disent énormément, c'est les départs. C'est-à-dire que comme la situation est devenue ingérable pour moi et que peut-être j'ai pas envie de pourrir mon environnement ou que je le fais et je vois bien que c'est extrêmement inconfortable, mais je fuis, ce qui est aussi l'une des réactions primaires. Je m'en vais pour me protéger, je m'en vais peut-être aussi pour protéger mes collègues parce que je comprends bien qu'ils n'ont pas à être victimes de la situation. Et nous, ce qu'on voit dans ce genre de profil en accompagnement individuel, c'est qu'ils retournent dans un autre environnement de travail dans lequel ils vont rejouer le scénario. C'est ça. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose de vicieux parce que quelque part, le courage dans certaines situations, on va dire, je ne veux pas généraliser parce que je ne connais pas les tenants et aboutissants des gens qui nous regardent, mais globalement, le courage, il commence par soi-même. Comment je vis les choses? Qu'est-ce que je vis? Comment j'ai envie de le vivre? Et comment je peux redevenir finalement acteur de cette vie? Je n'ai pas choisi ce qui m'arrive. En revanche, je suis 100% responsable de ce que moi, je décide d'en faire. Et ça, c'est indémontable. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on a l'habitude de regarder les relations humaines avec ce foutu triangle dramatique qui est tellement un modèle théorique intéressant où on a une personne qui est en position de bourreau, qui fait du mal à une victime, et on a un grand sauveur qui arrive pour régler la situation, et on se retrouve enfermé dans ce fonctionnement triangulaire. Et en fait, ce que j'entends de ce que tu exprimes, c'est que ce triangle, il existe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut être notre principal bourreau quelque part, donc notre principale victime, et avec une fois de temps en temps un sauveur qui vient aussi nous chercher. C'est ça. Et pour sortir de ce triangle intérieur ou extérieur, il y a vraiment deux choses qui sont cruciales. C'est être en capacité de reconnaître et d'assumer nos besoins. Nous, en tant qu'être humain et ou collaborateur, est-ce que là, j'ai besoin de partage, de soutien, de proximité, de survie, de récréation, de mouvement, peu importe. Quels sont mes besoins? Et la deuxième chose, c'est où sont mes limites? Parce que si je vis mal une situation et que je me dis, mais c'est pas grave, ça va passer. Ah, le célèbre, ça va passer. Mais aujourd'hui, la vie, c'est pas de la magie, c'est pas une assurance multirisque. Ça passe pas. Si je n'en prends pas soin de cette situation dans laquelle je suis en train de m'engluer, elle ne passera pas seule. Donc, comment moi, je peux, à travers mes besoins et mes limites, être conscient de ce que je vis,
me demander comment j'ai envie de le vivre, donc prendre de la hauteur et derrière agir en fonction. Clara, Service après-vente à QVT, bonjour. Bonjour Véro. Deuxième question de Véro. Oui. Ouais. Ah, je vois que tu as mis. Oui, tu as mis la question dans le chat, Véro. Elle est longue, hein, cette question. Hein. Ah ben, je vais être obligé de la lire. Moi, je suis que standardiste. Hein. Mais je peux lire aussi. Ouais. Ok, on pose la question tout de suite à Clara Véro. Véro nous repose une question, c'est quand on a des difficultés à s'affirmer, mais qu'on est quelqu'un d'investi dans son travail, on a tendance de temps en temps à se retrouver submergé, à se sentir impuissant. Comment se positionner au bon endroit dans cette situation-là? Et surtout, est-ce que l'entreprise permet-elle vraiment cela? Très bonne question, merci Véro. Merci, Quand Véro. je suis en formation, je parle beaucoup d'intelligence relationnelle. En intelligence relationnelle, nous ne sommes jamais deux, mais trois. Il y a moi, l'autre personne avec laquelle je travaille, avec laquelle peut-être je suis en conflit, peu importe. Et entre moi et l'autre personne, il y a un lien. Alors, ça marche pour le boulot puisque c'est un lien professionnel et ou hiérarchique, mais ça marche aussi dans la vie maritale. Ça peut être un lien filial, maternel, paternel, peu importe. Il est crucial, quand je parlais tout à l'heure de savoir identifier ses besoins, de se dire que moi, ici, tout de suite, dans cette entreprise, mon besoin, c'est... Parce que si j'arrive à faire ça, je vais me positionner sur ce lien en disant, dans ce dossier, moi, je pense que ce serait bien de le traiter comme ça. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Le fait de faire ça, ça veut dire je me positionne. J'émets une idée, un début de perspective. Et le fait de faire ça, je prends ma place sur la corde et j'incite de fait le deuxième interlocuteur à venir se positionner lui aussi sur sa corde. Parce que je vois dans le cadre de mes formations des gens qui peuvent être ultra intelligents, qui ont une technicité incroyable, mais qui vont être tellement introvertis, tellement dans le syndrome de l'imposteur qu'ils ne vont oser rien faire et rien dire. Donc, en termes de corde, ils n'osent même pas prendre un millimètre de place sur cette corde. Résultat des courses, comme l'univers déteste le vide, la personne qui est en face. Génial, il y a plein de places, je vais pouvoir aller la prendre, cette place sur la corde. Et là, tel Pac-Man, la personne se fait totalement bouffer et à la fin, elle finit par se sentir très mal parce qu'elle n'a plus aucune liberté d'action, parce qu'elle se sent enfermée, émasculée. Et pour une société, c'est un vrai drame, puisque la personne n'a plus du tout de capacité d'analyse, possibilité de prendre des initiatives. Et en termes de sécurité psychologique, ce qui est le facteur numéro 1 qui détermine qu'une équipe est excellente, eh ben, on n'y est pas du tout. Hein. Tu m'autorises à répondre aussi à Véronique? Merci. En fait, Véronique, donc je m'adresse à vous là pour le coup. Je vous félicite de savoir exprimer ce que vous ressentez. Déjà, ça veut dire que par rapport au conseil de Clara tout à l'heure, d'être au clair et d'identifier ce qui se passe pour vous, vous exprimez déjà une émotion que vous ressentez ou un sentiment qui est être submergé et se sentir impuissant. Donc déjà, vous êtes au clair sur ce que ça fabrique chez vous. Vous avez l'air d'être au clair des situations dans lesquelles ça se produit et vous êtes aussi au clair sur finalement le diagnostic, la cause de cette situation, puisque c'est comme ça que votre message commence. Vous dites quand on a des difficultés à s'affirmer. Ce qui veut dire que la solution, elle est déjà entre vos mains. C'est vous savez que votre sujet, c'est votre capacité à vous affirmer. Et sans vouloir faire de la promo en long, en large, en travers pour les coachs et les psys, mais c'est des métiers d'avenir parce que votre problème, Véro, 99% de la population française l'a. Moi, Clara, Marco, tout le monde. On ne nous a pas appris à nous affirmer. Et quand on dit s'affirmer, la plupart du temps, la symbolique qui est associée à ce mot-là, il y a une forme d'autoritarisme, d'égocentrisme, de prise de pouvoir. C'est pas du tout ça. Et je raconte ça parce que la croyance populaire qu'on va mettre derrière un mot qui correspond pourtant aux besoins qu'on a profondément de savoir s'affirmer, si la croyance qu'on a à l'intérieur de nous, c'est que c'est pas joli, c'est pas bon, bah évidemment, on va pas y aller.
Donc, moi, je vous invite à porter un regard hyper positif sur le fait que s'affirmer, c'est se respecter soi, c'est mieux respecter l'autre, c'est mieux respecter la relation, et tout ça, c'est au service d'une qualité de relation, et donc d'une qualité de coopération, et donc d'une qualité de performance opérationnelle. Avoir cette croyance-là ou la renforcer si jamais elle était un peu faible chez vous. Puis après, faites-vous accompagner. On a tous, on trimballe, moi je trimballe des choses de ouf, hein, de mon enfance, de mon adolescence, de mon jeune âge adulte et de chaque jour. Clara, elle a l'habitude de dire qu'elle a passé 30 ans à côté de sa vie. Enfin, c'est pas parce qu'aujourd'hui elle en parle en ayant l'air experte et tout ça qu'elle-même à l'intérieur, elle n'est pas toujours en chemin. Et c'est ce que j'allais dire, en fait, le jour où on a l'impression d'avoir tout compris, à mon avis, il se passe deux choses. Ou alors je suis devenue conne, ou alors je suis morte. On n'a jamais tout compris. Et pour aller un peu plus loin et compléter ce que tu dis, Emma, pour Véro, euh, j'aime à dire que nous avons tous des valeurs, des principes indéfectibles qui régissent notre vie. Pour moi, par exemple, ça va être la bienveillance, l'empathie, la générosité, la loyauté, par exemple. Mais ça varie d'une personne à une autre. Souvent, les gens que j'ai le bonheur d'accompagner me disent, je vais être bienveillante avec les autres. Eh ben non, en fait. Parce que l'exemplarité dans les valeurs qui sont les miennes, je commence par les vivre avec moi. Dans la décision que j'ai prise là au niveau de mon boulot, est-ce que je suis bienveillante avec moi? Parce que si ça n'est pas le cas, je fais une espèce de grand écart entre ce que je vis et ce que je suis. Et là, ça va pas. Ouais. Et c'est cet écart-là qui fait que je peux me sentir très mal dans mon boulot, dans mes relations. Donc, la première des choses, c'est aussi de s'approprier nos valeurs pour nous et de se demander à chaque fois que j'ai une décision à prendre ou un choix à faire, est-ce que je suis centrée? Et dans la question de Véronique, elle interrogeait aussi si l'entreprise, elle permet vraiment cela, c'est-à-dire finalement donner l'autorisation de s'affirmer. Moi, j'ai bien envie de rebondir aussi sur l'échelle collective, puisque tu le disais tout à l'heure, Clara, il y a une porosité, il y a forcément une systémie, une influence qui s'exerce sur nos comportements. Il y a toute notre histoire, etc., nos croyances dont on était en train de parler, mais on fait partie d'un collectif de travail, on fait partie de peut-être d'une équipe, d'un département, d'un service et d'une entreprise, d'une personne morale. Et ça, c'est mon point de vue. Ça fait voilà, plus de 20 ans que j'interviens dans le monde du travail. Moi, ma réponse, c'est est-ce que l'entreprise, elle, autorise à s'affirmer? La réponse, elle est non. Culturellement, en France, on embauche des gens pour exécuter des tâches, honorer une fiche de mission, mettre en œuvre sur le terrain un travail prescrit dans des fiches de poste, des procédures, des processus, dans le respect d'une hiérarchie qui, par définition, a l'autorité, donc le pouvoir. Culturellement, on se trimballe un bagage. Je parle que de la France parce que je ne connais pas les autres pays. Mais on se trimballe un bagage où si on a un mouton qui, à un moment donné, dit en fait, moi, je trouve que la procédure, là, l'étape 4, ça ne va pas du tout, c'est n'importe quoi. Il faudrait complètement inverser les choses. Mais tout le monde le regarde en chien de faïence pendant la réunion. On a l'impression qu'il est sur un pilori, qu'il va aller se faire mitrailler dans la seconde. La vérité, c'est que ce qui est vécu aujourd'hui dans le monde du travail, c'est des peurs profondes de s'affirmer parce qu'on n'est pas dans un environnement qui nourrit l'esprit critique, qui autorise la force de proposition, etc. À l'exception de structures qui, dans leur culture, donc dans leur gouvernance, dans leur mode managériaux, autorisent une posture beaucoup plus humaniste, et c'est souvent des structures, nous, celles qu'on voit, c'est des structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Et ça, on peut en parler parce que nous, on en fait partie. Quand on voit toutes ces structures qui, aujourd'hui, tendent vers le modèle de l'ESS, où on est profondément sur « on travaille ensemble pour le bien commun ». C'est-à-dire que le sujet, il est vraiment sur prendre soin de l'humain, et donc à l'intérieur, on fait tout ce qu'on peut pour être exemplaire, pour reprendre ton terme, Clara, et faire en sorte justement que chacun à l'intérieur du système s'épanouisse. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Peut-être je mettrais une petite nuance, c'est que plus ça va, plus les entreprises se rendent compte qu'il y a des dysfonctionnements. Alors,
on n'est pas arrivé, c'est tout doux, y a pas aucune victoire là-dedans. En revanche, mon côté indécrottable optimiste me fait quand même voir qu'il y a des prises de conscience qui sont très bêtes, mais à partir du moment où il y a une pénurie de talent, que les sociétés ont du mal à embaucher, qu'elles souhaitent fidéliser plutôt que recruter, parce qu'elles ont bien compris qu'elles vont gagner de l'argent avec ça. Et que quand il arrive des drames de style burn-out où un poste va être laissé en jachère pendant plusieurs mois, ça pénalise tout le monde. Donc à partir de là, à dose homéopathique, mais ça existe quand même, les sociétés commencent à prendre conscience de l'importance de valoriser, outre la personne morale qui est l'entreprise, mais toutes les individualités qui la composent. Et ça commence à se voir de plus en plus. C'est pour ça que je voulais vraiment tempérer parce que il faut rendre à César et surtout donner un brin d'optimisme. Non, tout n'est pas noir. Oui, les choses bougent, on le voit sur le terrain tous les jours. Et dans tous les exemples que l'on a, c'est vraiment encore une fois très important de ne pas attendre que ça bouge uniquement de là-haut. Là-haut, ils sont peut-être dans une tour de verre, peut-être qu'ils n'ont pas les mains dans le cambouis tous les jours, peut-être, peu importe. Donc, qu'est-ce que moi, à mon tout petit niveau, dans mon bac à sable, je peux faire remonter comme info? Peut-être pas en disant l'étape 4, c'est de la merde, il faut tout changer, parce que là, c'est aussi blanc-noir. On peut peut-être avoir une autre façon d'envisager les choses, mais juste en disant, il me semble qu'il peut y avoir un dysfonctionnement sur l'étape 4. J'ai regardé, il y a ça qui me semble peut-être perfectible. Qu'en pensez-vous? Et là, on ouvre un débat. Et voilà, c'est encore une fois la façon de communiquer aussi. Ouais. Service après-vente à QVT, bonjour. Bonjour Laurence. Effectivement, oui. On va poser la question à Clara tout de suite. Merci Laurence. Clara, les conflits, c'est vrai que les conflits, c'est violent. Comment faire pour s'en sortir et éviter qu'ils arrivent? Ah, très bonne question. Merci Laurence. Alors, le conflit violent, déjà, je vais pas forcément être d'accord avec ça. Le conflit est violent seulement s'il est subi. On prenait l'exemple, par exemple, des matchs de boxe. Quand il y a deux personnes qui se tapent sur un ring, techniquement, ça pourrait être violent parce que ça pisse le sang. Or, les règles sont déterminées et tout le monde les connaît, donc il n'y a pas de violence. Je rajouterais à ça que nous vivons dans un monde en Occident où quand on parle de conflit, on va justement y rattacher la violence, la culpabilité, qui est coupable, de la faute de qui c'est. Donc vraiment quelque chose d'assez noir et négatif. Et pour ça, je vous propose d'embrasser plutôt la version orientale du conflit. C'est-à-dire, oui, c'est désagréable, mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité pour redessiner la relation, redéfinir la juste distance entre les gens et repartir sur des bases plus saines. Parce que finalement, quand il y a un conflit, ça veut simplement dire que la relation va mal. Et comme je vous parlais tout à l'heure de la corde, qu'entre deux personnes, il y a un lien, ce lien, moi, je le tire. Donc, si la relation va mal, une fois de plus, qu'est-ce que moi, je peux faire dans mon bac à sable pour l'améliorer? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le conflit. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il est inévitable. C'est un ingrédient et pas un accident de la vie. Pour ceux d'entre nous qui ont eu des enfants à 2 ans, ou les ados, on voit bien qu'on se construit aussi à travers le conflit, donc on en a besoin. Même si c'est pas très agréable, le conflit, il est important pour grandir. Et derrière, la troisième chose, c'est évidemment pouvoir le plus possible utiliser la communication non violente. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de pouvoir, dans un premier temps, gagner en discernement sur ce que moi, je suis en train de vivre. Au lieu de dire à l'autre, t'es qu'un gros égoïste et tu penses qu'à ta gueule, qu'est-ce que je vis? Je me sens frustrée, je me sens agacée, je me sens seule. Ok, ça, c'est entendable. Quel est le besoin derrière qui n'est pas comblé? Peut-être un besoin de partage, peut-être un besoin de soutien. Ok, ça, c'est entendable.
Et derrière, faire une demande claire à l'autre, puisqu'une fois que j'ai gagné en discernement et que je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est beaucoup plus simple de gagner en vocabulaire pour pouvoir l'exprimer posément, en parlant à la première personne, en disant je, chose que nous n'avons pas apprise, parce que c'est culpabilisant de dire je. Ça veut justement dire qu'on est égoïste. Et donc, on nous a volé un petit peu de notre pouvoir d'agir. En restant factuel dans ce qui se passe. C'est pas, oh, tu fais chier, t'es toujours en retard. Non, c'est, la réunion commençait à 11h30, il est 11h35, tu viens d'arriver. Voilà, c'est tout un tas de choses qui correspondent, on va dire, à la communication non violente. Parler à la première personne, rester positif, c'est-à-dire tourner sur la résolution du conflit plutôt que qui est coupable, et puis gagner en discernement et en vocabulaire. Clara, il y a Christelle dans le chat qui dit le conflit est à revoir dès la maternelle. Quelles sont les formations données aux managers, aux cadres, aux chefs? Christelle, elle vient là nous chercher sur l'éducation. J'en parlais tout à l'heure en ouvrant le SAV sur cette urgence contemporaine à introduire une forme d'éducation populaire dans les entreprises. Moi, je suis intimement persuadée que l'entreprise, le travail, le monde du travail est un lieu dans lequel on apprend et dans lequel on continue de se découvrir, de se développer. C'est un lieu de transformation de soi, c'est un lieu de transformation des relations, c'est un lieu de transformation de plein de choses. Et si on a envie que cette éducation, elle ait lieu dans le monde du travail, il s'agit qu'il y ait des personnes pour porter ce projet éducatif comme étant un projet stratégique d'entreprise. C'est-à-dire avoir l'humilité en tant que COMEX, CODIR, manager, de dire « je ne sais pas faire ». Je sais pas faire. En fait, là, je vois que dans mon équipe, c'est la bérésinage, les gens ils commencent à plus bien s'entendre. Enfin, je ne sais pas gérer ce genre de situation. Je vais faire de mon mieux avec tout qui je suis. Je vais écouter, je vais essayer d'agir, mais reconnaître à un moment donné que c'est une compétence qui n'a pas été acquise en formation, qui n'a pas été musclée par de l'accompagnement, etc. Et donc, sincèrement, il y a une priorité à aller former celles et ceux qui ont le pouvoir. Quand je dis pouvoir, c'est le pouvoir de décision, le pouvoir d'influencer des transformations et des changements dans les organisations. La priorité, c'est ces gens-là de les faire bouger. C'est ça. Et au niveau des managers, puisque tu lances le sujet, c'est vrai que pour beaucoup, les postes où ils sont arrivés, c'est une gratification, c'est une récompense. Alors, de mon expérience et de mon expertise, je vois énormément de managers qui sont d'excellents techniciens dans leur domaine de compétences. En revanche, ils ont peut-être pour certains plus de mal avec la relation humaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de blesser les gens, parce qu'ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les codes, ils savent pas comment faire. Ils peuvent gérer de temps en temps des personnalités qui sont dites difficiles. Et donc, par rapport à ça, ils sont juste pas outillés. Après, il y a ceux qui gardent la cape du super-héros. Bah oui, comme j'ai été promu manager, il faut que je sois bon. Il faut que j'ai la réponse à tout. L'humilité de dire là, je sais pas. Là, je me sens vulnérable. C'est pas si facile parce que quelque part, ça veut dire que je me mets aussi en danger. Et la dernière chose, il va y avoir ceux qui dirigent par la peur, ce que j'appelle à la bâtonnite, c'est-à-dire vraiment un mode de management qui est loin d'être un 3.0. Et donc, tous ces gens-là, notamment par rapport à la génération Z, ils ont énormément de soucis d'adaptabilité. Ouais. Donc, tout ce qui est différence intergénérationnelle, évidemment, ils le vivent très, très mal. Et comme tu invitais à le faire tout à l'heure, c'est-à-dire faire preuve d'optimisme, on peut aussi témoigner, toi comme moi, que même si on dresse ce constat qui n'est pas super joli et que oui, il faut quand même pas faire preuve de déni et reconnaître qu'il y a des carences en compétences psychosociales dans les directions et chez les managers et chez les individus, il y a aussi une espèce d'immense vague verte incroyable sur laquelle nous on surfe parce qu'on se dit « yes, ça y est, enfin ». Et ce n'est que le début. Il y a des dirigeants qui ont envie de progresser, qui se remettent en question, qui ont un ego placé. Il y en a de plus en plus. Des managers qui disent mais moi, là, il faut m'aider. C'est quoi le programme de formation que vous proposez pour voilà, c'est des questions qu'ils peuvent poser au DRH, au service formation. Et donc, il y a cette appétence nouvelle
moi, personnellement, je pense que l'ère Covid a été un accélérateur pour avoir de l'appétence pour tous ces sujets qui sont de l'ordre de la psychologie et du développement personnel. N'ayons pas peur des mots. Et il y a, voilà, tu le sens, Clara aussi, toi, chaque jour, ça bouge. Le Covid, en fait, pour moi. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour Pauline. Oui, ça c'est une bonne question. Oui, je la pose tout de suite à Clara. Question de Pauline que je vais tâcher de croiser avec une réflexion, une question de Christelle. Pauline te demande, Clara, quels conseils tu pourrais donner aux managers, et peut-être qu'on peut croiser avec la question de Christelle qui est dans le chat sur quelles sont les formations données aux managers pour essayer d'être un bon manager. Alors, oui, c'est une très bonne question. J'avais commencé à évoquer en fait les 2 points qui me semblent être cruciaux au niveau du management. Le premier, c'est d'éviter de diriger à la bâtonnite parce que ça ne fonctionne absolument plus aujourd'hui. Je pense que les collaborateurs ont besoin de sens, ont besoin de reconnaissance. Donc pour ça, probablement apprendre à déléguer davantage quand on est manager. Et ça, c'est un vrai enjeu. Parce qu'aujourd'hui, le manager, il a 4 grandes missions. Gérer, produire, innover et créer. Et pour la plupart, ils sont tellement englués dans la gestion et la production qu'ils n'ont absolument plus le temps d'innover et de créer, de prendre de la hauteur, de motiver, de donner du feedback. Donc, le fait de savoir déléguer, et ça s'apprend, c'est ce que j'apprends moi tous les jours aux managers, c'est hyper important. Il va y avoir aussi un point qui est crucial, c'est savoir se remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on est nul. Ça ne veut pas dire qu'on ne mérite pas ce poste-là. Ça veut juste dire qu'on est humain et que on se connaît et que sur certains domaines, dans un temps donné, on peut avoir une vulnérabilité. Moi, par exemple, quand je suis en formation, je dis, quand j'ai appelé pour la première fois mon contact, je lui ai pas dit « Bonjour, je suis Clara Martins, je suis intolérante, perfectionniste, exigeante. » Et non, non. Et pourtant, c'est ce que je suis. Et je le sais. Mais le fait de le savoir, je le combats tous les jours. Donc, ça me rend beaucoup plus puissante dans mes échanges avec les autres. Je me connais. Donc, se connaître, se remettre en question. Et puis, dynamiser tout ce qui est communication ascendante. Parce qu'en fait, un manager, de temps en temps, il va gonfler le torse et il va se dire, là, c'est mon truc, je dois, il faut. Donc, il va beaucoup subir à travers notamment aussi les drivers quand on est un petit peu sous situation de stress. Et la communication ascendante, c'est simplement savoir entendre, écouter et prendre en compte les besoins et les remarques des gens qui ont les mains dans le cambouis tous les jours, parce qu'un manager seul, il arrive nulle part. Il a besoin des collaborateurs. Donc, quand il entend les collaborateurs, ça génère une forme d'implication de ces derniers, ça redonne du sens et surtout, on évite de rentrer dans les relations infantilisantes. Tu dois faire ça, il faut écrire en rouge. Et donc, on robotise les gens, ce qui est l'enfer dans les sociétés. Parce que pour une structure, ce qui est génial, c'est d'avoir des gens qui prennent des initiatives et qui se sentent en sécurité de s'exprimer. Je vais rebondir là-dessus pour faire le pendant avec les démarches qualité de vie au travail qu'on impulse dans les organisations. Je vais parler juste de comment Wunjo fait ça. Nous, on est intimement persuadés qu'on ne peut pas décider à l'échelle collective d'actions qui vont permettre de prendre soin du bien-être et du bien-faire chaque jour de tous ces individus si on ne va pas écouter vraiment comment vont les gens et donc ce dont ils ont envie et besoin. Et pour réaliser cette écoute-là, cette écoute sincère, cette écoute complète, il va falloir prendre le temps et donner des autorisations. Si on ne fait pas ça, si on ne va pas à la maille individuelle, prendre le temps d'entendre ce qui se passe pour la personne, ce qui se joue, et ce qui serait efficace pour elle, qui dépend d'elle et qui dépend de l'organisation. Si on ne prend pas le temps de faire cette écoute ensuite à la maille d'un collectif de travail, alors
Les décisions qu'on prend sont celles d'une tour d'ivoire complètement hors sol, celle dont tu parlais tout à l'heure. Et l'enfer étant pavé de bonnes intentions, eh bien, on investit dans des dispositifs, des actions, en pensant que ça va faire du bien à tout le monde, mais on est complètement aveugle et borgne du réel, de la réelle stratégie, de la réelle action, du réel dispositif qui serait efficace. Quand tu parlais tout à l'heure de s'écouter soi, il y a s'écouter entre soi et il y a aussi s'autoriser, qu'on nous autorise l'expression libre dont on a envie et besoin pour qu'on prenne le pouvoir aussi, qu'on soit acteur de la démarche collective qui est implantée pour prendre soin de notre collectif. En fait, ça se joue dans les deux sens. C'est ça. C'est vraiment, il y a la gouvernance, il y a les managers, il y a les collaborateurs, et le fait de pouvoir développer toutes ces compétences comportementales et psychosociales, c'est vraiment un travail d'équipe, un peu comme dans le rugby. C'est hyper important que tout le monde prenne sa place, tout le monde prenne sa responsabilité, parce que, comme je le disais tout à l'heure, finalement, une entreprise, c'est la somme des individus qui la composent. Euh, on a tous des objectifs en commun. C'est faire perdurer l'entreprise et pouvoir la faire gagner en productivité. Mais pourquoi pas égoïstement y prendre aussi du plaisir? Parce que c'est ce qui va me donner envie de donner le meilleur de moi, d'y rester et de la faire grandir encore plus. Donc, on a vraiment ces deux aspects qui, idéalement, s'imbriquent convenablement l'une dans l'autre. Et moi, ça me fait penser aux suppositions. Où encore une fois, c'est plein de bonnes intentions. On croit savoir ce qui est bon pour l'autre. Mais aussi, on nous a toujours dit que le manager, c'était son rôle, que l'entreprise, les salariés d'ailleurs, ils attendent de l'entreprise qu'elle mette en place des choses pour prendre soin d'eux. Et en fait, on fonctionne qu'avec des suppositions de ce qui pourrait être efficace. Et quand on interroge nous sur le terrain, et Clara avec nous quand tu es en mission, en fait, on demande aux gens, mais en fait, comment ça va pour vous? C'est quoi profondément vos besoins? Où est-ce qu'elle est votre marge de manœuvre, en fait? Où il est votre pouvoir personnel pour prendre soin de vous? Et qu'est-ce que concrètement vous attendez de votre entourage, de votre collègue, de vos collègues, de votre manager, de votre employeur? On a beaucoup de points d'interrogation. C'est d'ailleurs ce qui a permis de fabriquer notre processus d'écoute salariale avec notre outil MaQVT. C'est qu'en fait, comme c'est des questions qu'on n'a pas trop l'habitude de se poser ou alors qui nous font peur, on n'a pas accès à cette matière qui est absolument précieuse et qui est le terreau de la qualité de l'expérience qu'on vit, le terreau de la qualité de la relation et donc aussi le terreau de la performance et de la durabilité d'une démarche qualité de vie au travail. Pour moi, le vrai drame aujourd'hui... Service après-vente QVT, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour Marc. Oui, je vais poser. Ouais, on vient juste d'en parler. Ouais. Et ça tombe bien. Ouais, je pose la question. Oui, est-ce que c'est pas finalement la fameuse différence entre l'explicite et l'implicite? Est-ce qu'on n'est pas plutôt habitué à faire de l'implicite? On imagine que les gens savent. Et finalement, l'objectif, ce serait plutôt de faire de l'explicite. C'est exactement ça, et ça correspond à ce qu'on expliquait tout à l'heure sur l'intelligence relationnelle, de garder toujours sa place sur le lien en étant en capacité de verbaliser clairement, sans équivoque, ses besoins. Et c'est ce que j'allais dire, pour moi, le drame de nos sociétés aujourd'hui, même si ça tend à changer, fort heureusement, quand je suis en formation et que je fais travailler les gens sur les besoins fondamentaux des êtres humains, eh bien, les gens ne savent plus déterminer quel est leur besoin. Ils savent pas me dire, là, j'ai besoin de récréation, de mouvement, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin... Il y a tout un tas de besoins. Les émotions, ils y arrivent. En général, on fait deux jeux. Sur les émotions, ça passe. Les besoins, ils se posent pas la question. Donc après, le jeu, c'est de se dire, quand tu fais du jardinage, quel besoin est comblé? Et je mets des cartes sur la table. Alors, besoin de libération, besoin de lâcher prise, besoin de m'oxygéner. Là, ça marche parce que c'est marqué. Mais sinon, les gens ne savent plus. Donc, comme ils ne savent plus, ils attendent que l'extérieur devine. Et là, tu sors de ton bac à sable, premièrement. Deuxièmement, tu vas mettre une pression totalement folle sur les épaules des autres. Évidemment, les autres ne seront pas à la hauteur de l'attendu. Donc, tu seras déçu. Et tu rentres comme ça dans cette espèce de spirale ultra vicieuse.
Mais voilà, tout ça, ça tend à bouger et ça tend à changer pour finir quand même sur quelque chose d'un petit peu pump it up. Yes. Clara, pour les quelques minutes qui restent, j'aimerais bien que tu nous dises pourquoi tu as choisi de donner à ce SAV le titre qu'il a. Pour une meilleure QVT, soyez vous-même. Les autres sont déjà prêts. C'était quoi ton grand message, si je peux te donner cette parole de conclusion quelque part? Eh bien, mon message, c'est de pouvoir dire aux gens, il y a un contexte qui est ce qu'il est. Donc, à un moment donné, vous n'avez pas le choix ou pas tous les choix sur ce contexte. Par contre, soyez résilient, pas résigné. Ce contexte, il est tel quel. Voyez dans votre bac à sable comment vous pouvez être vous, vous respecter et vous apporter les moyens d'action à votre niveau. Donc, en fait, c'est un message plein d'espoir qui dit que quel que soit le contexte, je vais regarder la caméra pour le coup, je sais que c'est important, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes, vous avez forcément des moyens d'action, aussi petits soient-ils, pour agir et atteindre votre bonheur. Et le fait d'agir vous permettra de ne pas subir. Voilà. Ok, j'adore. Ça m'évoque le mot courage. Je pense qu'il y a toujours des modes. Il y a eu bienveillance, il y a eu résilience, il y a eu tout ça. Je pense que la prochaine mode, c'est courage. On n'entendra plus parler que de courage. Évidemment, en parlant du courage managérial pour commencer, hein, parce que tous ces managers qui demandent aux gens d'avoir du courage, mais eux-mêmes, ils n'en ont pas. Et en fait, pour moi, c'est une grande invitation que tu nous formules là, à avoir du courage personnel, une forme d'humilité, aller regarder nos croyances limitantes, nos propres programmes qui sont pathogènes, avoir le courage de faire cet exercice-là, de soi à soi, avoir le courage de mettre ça dans le champ d'une relation, avoir le courage aussi d'impacter un environnement, de prendre conscience de son pouvoir, dans le sens je peux, tu peux, de son pouvoir sur son environnement, être inspirant, savoir que quand on bouge un peu, ben, on va faire bouger aussi autour de nous, avoir le courage de ne pas maîtriser l'impact de tout ça, mais pour autant de le faire dans l'intention d'un travail collectif qui soit beaucoup plus respectueux de l'humain. C'est ça. Eh bien, vous savez quoi? Moi, ce que j'ai compris dans tout ça, c'est l'explicite. Il faut dire les choses. Eh bien, vous savez quoi? J'ai faim. Donc, moi, je vais être acteur de ma vie. Je vais être acteur de ma vie à partir de maintenant. Mais où ça? À la cantine. Allez, on se voit au mois d'octobre pour le SCV numéro 16. J'arrive, les gars. Gardez-moi une place. Merci Marco, merci Clara pour ce temps partagé, cet échange, voilà, à bâton rompu, ce papotage, cette causerie qu'on a fait. Avec plaisir. Merci. Bon alors, si vous souhaitez poursuivre les échanges avec nous, Clara et moi-même sommes à votre disposition. Vous avez un petit bouton qui apparaît en haut de votre écran qui vous permet de remplir un formulaire de contact et du coup d'exprimer une demande de prise de contact, une demande d'échange, avec bonheur pour passer du temps à discuter avec vous. Alors évidemment, en tenant compte de la période estivale qui est ouverte. Alors Clara, elle a la chance, elle rentre de congé, elle. Bon, moi, je m'en vais, je pars. On essaye d'assurer le service permanent chez Wunjo. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. On n'est pas juste une boîte aux lettres ou un cabinet RH quelque part perdu en France. On est juste des êtres humains et on répond à toutes les personnes qui nous écrivent. Si l'énergie de Clara vous a plu, sa personnalité, si vous vous dites en l'écoutant, mais mon Dieu, ce qu'elle raconte, il faut qu'elle vienne me le dire à mon codir. Il faut qu'elle l'accompagne mes managers. Si vous voulez qu'elle intervienne dans votre équipe, sachez que Clara, elle anime moult conférences, formations, des ateliers collaboratifs. On vous en a positionné quelques thématiques que vous voyez en haut à droite de ce document. Tout ce qui concerne la capacité à être bien avec soi, à mieux relationner, à améliorer notre capacité d'écoute, d'expression, notre capacité à nous positionner, clin d'œil Véronique, dans les relations interpersonnelles, cette juste place et cette position d'adulte en fait, hein, qu'elle nous invite à prendre Clara. Écoutez, n'hésitez pas à la contacter, n'hésitez pas à nous contacter avec grand bonheur pour pouvoir intervenir chez vous sur ce combat de lumière. Je n'utiliserai pas le mot conflit, mais sur ce combat de lumière.
Et puis, vous avez à l'écran quelque chose qui est absolument formidable, c'est la pépite qu'on a chez Wonjo, qui s'appelle la fresque de la QVT, qui part du même principe que toutes les autres fresques que vous pouvez connaître. On est sur un atelier de sensibilisation qui permet d'éveiller les consciences et de donner envie de changer. Mais la fresque de la QVT va un petit peu plus loin, puisqu'elle se déroule sur une journée. Elle embarque l'ensemble des membres d'une équipe, de 10 personnes à 120, 150 personnes. Et à l'occasion d'une journée, on cultive sur ce qu'est la qualité de vie au travail, on permet de déconstruire des croyances et de reprogrammer une vision beaucoup plus noble du travail et de la façon de coopérer. Et on réalise en live un baromètre social qu'on appelle un audit qualité de vie au travail avec une application dont je vais vous parler dans un instant. De la force de ce baromètre social permet aux équipes d'identifier des priorités d'action, de co-construire un plan d'action, si bien qu'à l'issue des 7 heures, on a pu réaliser les 3 premières grandes étapes prescrites par notre autorité de tutelle pour arriver à impulser une démarche qualité de vie au travail qui soit construite et en plus qui embarque le personnel et qui lui donne envie demain d'être vraiment un acteur de cette démarche d'amélioration continue. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet d'impulsion ou de redynamisation de votre démarche QVT et que ça vous semble super intéressant de pouvoir le faire en format événementiel. Je disais à l'instant qu'au cœur de la fresque de la QVT, nous réalisons un baromètre social avec un outil. Cet outil, il s'appelle Ma QVT. C'est une web application qui est sortie il y a un peu plus d'1 an maintenant et qui est le fruit de travaux de R&D permanents. Nous avons modélisé, et là vous allez entendre le côté CNV et faire le lien avec ce que Clara a exprimé. Nous avons modélisé les 30 besoins fondamentaux de l'individu au travail. Il y a 30 besoins fondamentaux qui coexistent à l'intérieur de chacune et de chacun d'entre vous. Par contre, ils n'ont pas tous la même puissance. Vous pouvez avoir un immense besoin de reconnaissance, par contre un faible besoin d'équité. Vous pouvez avoir un très faible besoin de sécurité physique et à côté de ça, avoir un très fort besoin de voir vos valeurs personnelles honorées dans votre exercice professionnel. Personne ne peut juger ça. Ce que vous vivez vous appartient et n'est absolument pas à remettre en question. Pour autant, mettre de la clarté sur ce dont on a besoin, ce qu'on vit, c'est extrêmement difficile. On a réalisé ces travaux de R&D pour parvenir à un challenge incroyable qu'on a réussi à relever en 25 minutes. Ce n'est pas une promesse publicitaire. En 25 minutes, vous avez une photo exacte et complète de comment ça va pour vous au travail avec votre recette qualité de vie au travail, c'est-à-dire la cartographie des besoins qui sont les vôtres, qui sont plus ou moins nourris, qui vous génèrent plus ou moins de bien-être ou de mal-être et dont vous avez la lecture éclairée, immédiate, des leviers d'action qui se présentent à vous pour prendre soin de vous et formuler des demandes à votre entourage professionnel. Cet outil est utilisé au cours d'un processus d'entretien mené par une consultante certifiée chez Wonjo, dont Clara fait évidemment partie, tout comme une 30aine de personnes. Il y a un petit cadeau qu'on aime faire, nous, chez Wonjo, puisqu'on fait du bénévolat, on aime offrir des cadeaux à la société. Si vous ressentez le besoin de faire un point sur votre propre QVT et que vous êtes motivé à goûter à ce processus original, eh bien, Clara vous offre 1 heure de sa vie pour que vous soyez en tête-à-tête avec elle et que vous réalisiez cette introspection. Et si Clara, elle est overbookée de demandes, on a d'autres personnes dans l'équipe avec lesquelles le contrat, c'est aussi ça, c'est d'offrir du temps à la société. Donc, n'hésitez pas, vous flashez le code qui est ici sur votre écran. Vous le recevrez également par email de Webikeo à l'issue du webinaire, donc vous pourrez aussi avoir tous les liens si nécessaire. Ma collègue Manon, dans le chat, vous a mis le lien vers la page web pour que vous puissiez remplir le petit formulaire. Ça sera avec un grand bonheur. Et si, par chance pour nous, vous êtes porteur d'un projet de qualité de vie au travail au sein de votre équipe, parce que vous êtes manager, ou si vous êtes DRH, chef d'entreprise, ou tout simplement membre d'un comité social d'entreprise, d'un CSE ou d'une CSSCT, et que vous avez envie de faire votre job, de mettre en place une démarche qualité de vie au travail, venez goûter cette façon extrêmement singulière de réaliser de l'écoute salariale. N'hésitez pas à nous faire une demande. Il me reste à vous donner rendez-vous au prochain SAV de la QVT. On va se laisser un petit peu d'air avec l'été, puisqu'on est fermé tout le mois d'août. Le mois de septembre, qui est la rentrée, s'annonce déjà complètement dingue. On se retrouvera fin octobre, très exactement le lundi 28 octobre, avec une intervenante
pétillante, rayonnante. On est sur la même vibration que Clara. Jessica, qui est un grand cœur d'amour sur pied. Elle va vous dévorer l'écran pour vous parler du sujet qui est le plus important pour elle, qui guide toute sa vie. Ça fait 30 ans qu'elle est dans les métiers du care. Elle a un très long passé derrière elle d'infirmière. Depuis une grosse dizaine d'années, elle est formatrice et coach et elle accompagne les personnes à honorer la singularité de leur vie. Et elle va vous parler de la préciosité de la vie dans les relations au travail, un sujet qui sera extrêmement complémentaire avec le SAV d'aujourd'hui. Donc, on aura grand bonheur à vous retrouver le 28 octobre de 11h à 12h. Sachez, avant que l'on vous laisse, que l'ensemble des SAV qu'on a animés depuis l'année dernière, ils sont tous disponibles en replay. Alors, sur la chaîne de Webikeo, bien sûr, sur le YouTube également de Wunjo. Si vous voulez transmettre des liens à des personnes qui n'auraient pas de compte sur Webikeo, n'hésitez pas. Il y a de quoi vous occuper dans vos écouteurs sur votre chaise longue au bord de la piscine cet été. Et mettez pas les écouteurs, laissez en son ouvert, comme ça vos voisins à la piscine, ils en profiteront. C'est des beaux moments, tout ça qu'on a partagé avec vous. Donc au plaisir de vous voir aussi consulter nos replays. Voilà. Clara, un tout petit mot pour finir avant que je lance le générique et qu'on danse. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ça avec toi. C'était formidable et je vous souhaite à tous d'être vous-même parce que définitivement, les autres sont déjà pris. Merci Clara. Bon été à tout le monde. Bye bye.